Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Très bien. Bon après-midi sur vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Il est 14h, passé des 2 minutes, heure de Kinshasa, 15h02 à Lubumbashi. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous êtes en train de suivre cette émission depuis Goma. Vous êtes à Bukavu, vous êtes à Kinshasa, dans les 24 communes de la capitale. Je vous salue avec espoir que vous vous sentez mieux cet après-midi. Comme je l'avais annoncé, cet après-midi, nous recevons pour vous, parce que nous parlons de la politique. Il s'agit de la politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Lambert Mende, député national et ancien porte-parole du gouvernement congolais. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant 60 minutes. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, messieurs et dames. Le numéro affiché au bas de votre poste téléviseur vous permettra d'envoyer vos messages, de réagir en temps réel. Même ceux qui nous suivront depuis Bujumbura, vous êtes à Malawi, en Afrique du Sud, vous pouvez réagir parce que vous nous suivez également sur nos réseaux sociaux. Je parle ici de YouTube, Facebook et autres, messieurs et dames. Alors, avant de commencer notre entretien avec Lambert Mende, voici les informations du jour. Mesdames et messieurs, Nord Kivu, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation urgente suite à la dégradation de la situation humanitaire dégradante à Bambo suite au combat entre AFC et M23 et Ouazalendo. Diplomatie, la RDC élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Santé, lutte contre le monkeypox, la RDC reçoit 1,5 million de doses de vaccins du Japon et 100 000 autres de France. La Banque mondiale approuve plus de 1,49 milliard de dollars pour 4 projets de développement en République démocratique du Congo. Prétendue chasse à l'homme visant les officiers sous uniforme, l'armée parle d'un faux débat pour s'aimer la division en son sein. Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC s'engage à servir avec dignité et indépendance de jugement et loyauté envers les principes de la charte. Thérèse Kwaïkwamba qui fait la mise au point. Au Katanga, Blaise Kilimbalimba mise sur une police sans tracasserie et proche de la population. Kasaï oriental, 3 ministres démis de leurs fonctions pour détournement de 100 000 dollars. Nord Kivu auprès d'une délégation de l'Union européenne, les gouverneurs dénoncent la transplantation de Rwandais dans les zones occupées. Exeta 2024-2025, l'insécurité réduit le nombre de finalistes au centre de commande à Ituri. Avant-dernière information, Maniema, 4 morts dans déserte entre civils et Ouazalendo à Kayouyou, une mise au point de la société civile. Pour terminer, présumé détournement des deniers publics après avoir répondu à l'invitation, Constant Moutamba sera de nouveau devant le procureur général ce vendredi. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames. Voici pour vous, comme je le disais, Lambert Mende, député national et ancien porte-parole du gouvernement congolais, qui est sur nos plateaux. Lambert Mende, bonjour. Bonjour Israël. Allez, très content de se revoir encore aujourd'hui, depuis la dernière fois. Oui. Dans l'ensemble, avec tout ce qui se passe au pays actuellement, vous vous sentez toujours fier d'être Congolais. Je parle de l'actualité politique, la crise, l'insécurité dans l'ensemble. Aujourd'hui, cet après-midi, est-ce que vous êtes toujours fier d'être Congolais? Le Congo va mal, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour m'enlever la fierté d'appartenir à une grande nation qui est l'objet d'une agression totalement inqualifiable, mais ce qui ne lui enlève pas le droit d'exister
et d'entretenir l'espérance de ses fils et de ses filles. Et j'en suis. Donc je suis fier d'être congolais. Fier d'être congolais, fier d'être lumumbiste, fier d'être Naturellement. kabiliste, fier d'être tshisekédiste. Je suis lumumbiste et je m'arrête là. Et pour autant que, à un moment donné, l'une ou l'autre des autres doctrines dont vous parlez s'est alignée sur les enseignements de mon maître, Patrice Lumumba, je suis fier d'avoir collaboré avec eux. C'est à cette condition-là, à cette unique condition, parce que je suis lumumbiste. Parce que Il ne faut pas Lumumba m'en reste, coller d'autres prénoms. parce que Lumumba reste votre dénominateur commun. Qu'est-ce que vous avez trouvé de Lumumba en Kabila et en Tshisekedi? Mais Kabila a une histoire qu'il a héritée de son père. J'ai eu l'occasion, dans une vie antérieure, de rencontrer son père lorsque nous étions tous en exil. Malheureusement, les choses ne se sont pas très bien passées lorsqu'ils sont arrivés ici, à cause justement d'un de ses collaborateurs qui m'a fait partir en exil et même qui m'a fait, il m'a mis dans l'obligation d'aller chercher un refuge à Goma, d'où je suis sorti après avoir fait de la prison, grâce à l'intervention de M. Laurent Désiré Kabila. Donc, je sais que Kabila était un lieutenant, M. Laurent Désiré Kabila était un lieutenant de Patrice Lumumba. Je sais que la vision qu'il a développée pour combattre le régime de la Deuxième République était une vision qui était plus ou moins jumelle à celle de mon maître, Patrice Lumumba. Nous ne pouvions que nous rencontrer. Malheureusement, il y a eu des éléments perturbateurs autour de lui. J'ai cité des noms dans le témoignage que j'ai fait, des problèmes que j'ai rencontrés avec l'AFDEL et qui m'ont amené à aller au péril de ma vie, me mettre dans une posture de rébellion parce que je trouvais discutable les orientations que donnaient certains de ses collaborateurs. Jusqu'au moment où je me suis mis en difficulté avec cette rébellion du RCD Goma qui m'a emprisonné et Dieu aidant, M. Kabila a appris la mésaventure qui m'était arrivée et a facilité mon évasion, ce qui m'a rapproché de lui et de celui qui a pris sa succession. Ça, vous reconnaissez avoir été dans la rébellion et que vous avez le sang de certains Congolais dans vos mains. Avoir été dans la rébellion ne veut pas dire assumer tous les méfaits que tous les membres de la rébellion ont fait. Je tiens à vous rappeler que la responsabilité pénale est individuelle dans tous les pays civilisés du monde, y compris la RDC. Donc, qu'un membre de la rébellion ait commis une action pénalement répréhensible, j'en conviens, mais que tous ceux qui ont été dans cette rébellion partagent cette responsabilité pénale, je ne peux pas partager ce point de vue, tout comme même dans le groupe où je me trouve aujourd'hui, il y a des gens qui commettent des actes répréhensibles dont je ne suis pas responsable. Si vous voulez Par le dissocier fait la, d'appartenir à un si, groupe, si vous au voulez même groupe dissocier la volontaire. responsabilité pénale et celle de et la responsabilité civile, c'est-à-dire vous reconnaissez avoir la responsabilité civile dans la rébellion. Même la Pénalement, responsabilité, non, mais civile. même la responsabilité civile n'est pas partagée. J'ai fait des études de droit. La responsabilité civile est celle qui incombe à une personne auteur d'un acte qui a causé dommage à autrui. Donc, ce n'est pas parce que M. X, appartenant à un groupe Y, a posé un acte qui cause dommage à M. B que tout autre individu ayant appartenu à ce groupe auquel appartient l'auteur de l'acte répréhensible partage la responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale. Est-ce Il n'y a que, que celui qui pose l'acte qui en est responsable. Monsieur Lamberman, est-ce qu'on peut conclure que vous êtes un lumumbiste qui essaye de saisir l'opportunité lorsque les besoins se présentent pour des intérêts mesquins ou égoïstes? Vous n'êtes pas kabiliste, mais vous avez servi Kabila. Vous n'êtes pas tshisekédiste, mais vous êtes en train de servir tshisekédiste. Donc vous restez d'abord lumumbiste, mais opportuniste. Donc vous trouvez une occasion de gagner quelque chose, voilà, dans le sens d'égoïsme que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas Vous sautez d'opportunisme, sur Israël. Il n'y a l'occasion. pas d'opportunisme à celui qui cherche à faire triompher ou à faire prospérer la vision dont il est porteur. Patrice Lumumba nous a appris que nous sommes un trop grand pays, un pays de plus de 400 tribus, un pays où il y avait à l'époque où il était à la tête du gouvernement
une centaine de partis politiques et qu'on ne peut pas diriger un tel pays sans des coalitions. C'est ainsi que vous retrouvez, je le répète tous les jours, dans le premier gouvernement que Patrice Lumumba, après avoir vaincu magnifiquement aux premières élections, a formé dans ce pays des ministres PNP. Or, il n'y avait pas plus réactionnaires que les PNP qui collaboraient avec les colonialistes belges que Lumumba a combattu. Donc moi, je suis héritier de cette vision que nous sommes un pays de coalition. Et donc, quand j'adhère à une coalition, je ne poursuis pas des intérêts égoïstes. Je veux faire prospérer la vision de Patrice Lumumba qui veut que ce pays soit gouverné en coalition, c'est-à-dire en tenant compte des idées de tous ceux qui composent le pays de manière inclusive. J'ai eu la chance de vous lire par rapport à l'adresse que vous avez, la lettre que vous avez adressée à Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Vous voulez nous dire ici que vous vous êtes trompé sur Kabila. Vous vous êtes trompé sur sa politique, croyait il avait des séquelles de Lumumba, et après avoir travaillé avec lui, eu égard à ce qui se passe aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a eu peut-être une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture de votre part sur Kabila, et qu'il n'était pas lumumbiste, il n'avait pas de séquelles de Lumumba. Il n'y avait rien de compatibilité. Vous avez une mauvaise lecture de mon histoire. J'ai pu dire déjà, même dans les références dont vous parlez, que mon rapprochement avec le camp qui a été incarné ensuite par Joseph Kabila ne date pas du moment où Joseph Kabila est devenu président de la République. Que non, je ne le connaissais même pas. Mon rapprochement date de Mzé Laurent Désiré Kabila, qui m'a tiré des griffes de mes anciens amis du RCD, m'a fait évader de Goma, et je suis venu ici à Kinshasa, où j'ai rencontré Mzé 4 mois avant son assassinat. C'est de cette époque que date mon rapprochement avec Kabila et ceux qui ont succédé à Laurent Kabila, donc son fils. Donc ne me présentez pas comme quelqu'un qui est venu pour les beaux yeux de Joseph Kabila. Non, c'est avec son père qu'a commencé mon rapprochement. Et puisque le fils succédait au père, pourquoi voulez-vous que je m'éloigne de lui? Il n'y avait aucune raison. Mais nous avons été, j'ai pris conscience, que nous avons été manipulés. Tout comme tous les Congolais ont été manipulés pendant 32 ans par Mobutu. Vous l'avez repris, je vais lire dans votre lettre, vous avez dit la pénible impression d'avoir été littéralement roulé pendant des années par ces derniers. Qu'est-ce que vous voulez dire par Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que manipulé par qui? Que le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça pouvait arriver. Il a roulé tout un peuple? Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Mais c'est Joseph Kabila lui-même, dans son discours du 23 mai, c'est lui-même, à travers l'itinéraire qu'il a pris pour entrer au pays, en passant par le Rwanda, que lui et nous considérions comme le cercle, le centre de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui, c'est lui qui a donné à notre crédulité l'occasion d'évoluer et de comprendre que Félix Tshisekedi avait raison de le présenter comme quelqu'un qui a des accointances avec tous les malheurs qui nous arrivaient. Mais vous savez, c'est tout à fait compréhensible. Un chef d'État comme Félix Tshisekedi dispose des canaux d'information que nous, les Congolais lambda, nous n'avons pas. Je peux être député, je n'ai pas les mêmes canaux d'information qu'un président de la République. Donc pourquoi est-ce qu'on peut nous faire le reproche de n'avoir pas eu l'information? Lui, il a des gens qui sont payés pour aujourd'hui, vous allez être convaincu. Au jour le jour. Aujourd'hui, vous allez être convaincu. C'est Joseph Kabila qui nous a convaincus par ses propos et par son comportement. Qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez été littéralement roulé. Mais qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Il vous a roulé en quoi? Qu'il fasse amende honorable, qu'il reconnaisse que les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Que les problèmes que le Congo affronte aujourd'hui, c'est une agression militaire du Rwanda. Une agression qui a commencé en 1996, du vivant de son père. Donc qu'il reconnaisse cela, qu'il fasse amende honorable et qu'il rentre à la maison.
qu'il rentre parler entre Congolais et qu'il laisse le gouvernement Tshisekedi régler le problème de l'agression extérieure que le Rwanda nous impose depuis 30 ans. Et Tshisekedi s'y prend très bien. Il ne faut pas lui mettre les bâtons dans les roues en venant faire le relais des discours prétextes, faire le relais des propos sophistes du régime de Paul Kagame. Je vais vous laisser réagir par rapport à un message c'est une interview de Barnabé Kikaya-Bin Karoubi qui est proche des Kabila. Vous allez réagir en 5 phrases. Regarde ce qu'il dit. C'est 5 phrases, Barnabé Kikaya-Bin Karoubi, qui résument le positionnement de l'ancien chef d'État en ce moment. On va commencer par le premier point. Joseph Kabila revient parce qu'il voit une nation en détresse. Un pays dont la souveraineté est menacée et un peuple qui réclame des dirigeants qui l'écoutent, le comprennent et lui donnent satisfaction. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas comment, si vous pouvez réagir au premier point, puis on va aller au second. Oui. La nation est en détresse. Barnabé Kikaya a raison de le dire. La souveraineté est menacée. Il a tout autant raison. Mais ce qui manque dans cette analyse, c'est la cause. D'où vient la détresse de la nation congolaise aujourd'hui? D'où vient la menace à la souveraineté congolaise aujourd'hui? C'est d'un pays voisin qui s'appelle le Rwanda et que dans son discours, notre ancien chef de l'État donne l'impression de vouloir absoudre de sa responsabilité qui est substantielle dans ces problèmes que connaît notre pays. Et Barnabé Kikaya, dans sa mise au point, n'en parle même pas. Donc, il y a détresse, il y a menace sur la souveraineté, mais tout cela, c'est nous qui sommes menacés, qui sommes la cause de la menace. Donc, nous nous menacerions nous-mêmes, nous nous mettrions nous-mêmes en détresse. Le Rwanda n'est pas là avec sa force armée, n'occupe pas Goma, n'occupe pas Bukavu, n'est pas aujourd'hui en train de menacer Uvira. Donc, cette cécité-là, c'est ça qui me perturbe. Je n'ai pas d'acrimonie particulière contre l'ancien président, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité qui peut nous sauver. Alors, il a dit en deuxième position, c'est dans ces contextes que Joseph Kabila revient pour servir. Non pour diviser, mais pour unifier. Il apporte avec lui l'expérience, mais aussi l'humilité. Le Congo a besoin d'un leader cohérent, calme et engagé. Mais on ne peut pas servir les gens contre leur gré. Vous servez qui? Si c'est les Congolais que vous servez. Les seuls Congolais qui disposent encore de leur autonomie, de pensée, d'action, ce sont les Congolais qui ne sont pas dans des territoires militairement occupés par un pays étranger. Nous aurions voulu que le président honoraire de la République, Joseph Kabila, quels que soient les problèmes qui l'opposent à son successeur, et nous comprenons qu'il y a des problèmes, parce que chacun peut concevoir ses intérêts différemment de son voisin. Donc c'est tout à fait normal. Mais appartenant à la même nation que nous, une nation qui est aujourd'hui assiégée, martyrisée, pillée chaque jour, même au moment où nous parlons, des gens meurent au nord Kivu et au sud Kivu. Nous aurions voulu qu'ils puissent considérer que ces intérêts qui ont été menacés, des intérêts particuliers qui ont été menacés ou qui ont été en quelque sorte non pris en compte, puissent passer après l'intérêt national. Les intérêts nationaux sont plus importants que nos intérêts particuliers et nous n'avons pas l'impression que le président de la République honoraire tienne compte de cela. Il est lui-même, il se dit lui-même victime de certaines indélicatesses. Il peut nous expliquer de quoi il s'agit, mais cela ne peut pas justifier qu'il puisse devenir aujourd'hui le relais d'une force étrangère qui écrase sous sa botte des Congolaises et des Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu, que nous puissions, de sa part, sentir comme un appel à passer l'éponge sur des centaines de milliers, que dis-je, des millions de Congolais qui meurent chaque jour sous la férule des forces d'agression rwandaises qu'il veut laver de toute leur turpitude. Les Rwandais n'ont rien fait.
selon lui. Et c'est là où le problème se pose. Kabila pense que le problème est congolais et que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Il faut oublier quasiment la démarche la démarche de l'Angola, la démarche du Doha, la démarche des États-Unis d'Amérique. Pour Kabila, au-delà de tout ce qui se trame, il faudra une démarche congolaise pour qu'il y ait un dialogue en interne. Le Congolais doit se mettre autour d'une table et discuter, échanger et trouver des solutions à leurs problèmes. Il ne faut pas espérer qu'un étranger ou des pays étrangers viendront pour donner la solution à notre problème qui reste congolais. Est-ce que vous partagez la lecture? Vous aurez remarqué, je ne peux pas partager cette lecture, Israël, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une redondance que le président de la République, honoraire Kabila, donne au discours de Kagame. C'est pratiquement mot à mot le discours que Kagame distribue pour justifier son agression sur la République démocratique du Congo. Et entendre un ancien président de la République reprendre ces mots, les relayer, leur donner le poids de l'autorité morale importante qu'il a sur une partie de l'opinion congolaise, ça peut révolter tout patriote normalement constitué, quel que soit le respect qu'il peut avoir à l'endroit de ce président de la République honoraire. On ne peut pas prendre les propos de propagande d'un ennemi qui est sur votre territoire militairement et endosser ces propos et commencer à les diffuser auprès de votre peuple pour les anesthésier, pour leur dire d'accepter cette occupation militaire. C'est ça, en fait, ce que nous condamnons dans la démarche du président honoraire. Alors, si vous rejetez la lecture de Kabila, comment est-ce que vous allez... Est-ce qu'il y a possibilité d'établir la corrélation entre les propos de Kabila et celle de Martin Fayoul, et celui de Martin Fayoul? Parce que Fayoul, vous avez suivi, on a tous suivi les discours de Martin Fayoul, qui reste presque dans le même ordre d'idées. Les problèmes congolais, il s'est adressé à Nanga, à Kabila et à Tshisekedi. Donc le problème congolais, il ne s'est pas adressé au Rwanda ni aux États-Unis d'Amérique. Non, je pense que vous n'avez pas bien écouté. J'ai suivi les propos de Martin Fayoulou. Si vous voulez bien, on peut revenir avec. Il y a les discours. Il a demandé au président Kabila de ne pas relayer le discours des adversaires et de revenir vers le Congo pour résoudre les problèmes que lui soulève. Des problèmes, il n'y a aucun pays sans problème. Mais il a indiqué que le problème était congolais. Mais bien sûr que nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de problème au Congo. Mais Kabila est mais le problème Kabila a démontré que les problèmes étaient congolais. Mais il y a problème et problème. Non. Il y a une hiérarchie dans les problèmes. Il y a des problèmes qui sont fondamentaux et puis il y a des problèmes qui sont tout à fait inhérents à la vie, à la respiration normale d'un État, que ce soit les États-Unis, première puissance mondiale, que ce soit la Chine, deuxième puissance mondiale, que ce soit l'Union européenne avec tous ses 26 États. Chaque État a ses problèmes internes et on les résout soit par le dialogue, soit par le recours au souverain primaire. C'est un problème qui peut être résolu dans le dialogue. Et ce que Fayoulou a dit, c'est qu'il ne sert à rien de s'allier à des étrangers pour venir résoudre les problèmes. S'il y a des problèmes au Congo, il faut les rechercher dans le dialogue entre les Congolais. Et c'est ça que nous avons aussi dit, que nous encourageons le président à organiser un dialogue inclusif. Si les problèmes doivent être résolus par les Congolais, qui doit superviser ce dialogue inclusif? À part une autorité reconnue, habilitée par le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple congolais, à représenter l'ensemble des Congolais. Et quel est le nom de cette autorité aujourd'hui? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est lui qui a cette responsabilité aujourd'hui. Et j'ai apprécié le message de Fayoulou qui dit qu'il est prêt à rencontrer le président Tshisekedi pour parler avec lui de cet aspect. Mais le Congo n'a pas que ce problème-là. Des jérémiades de l'opposition, des gens qui ont perdu le pouvoir et qui croient qu'ils doivent l'avoir, des gens qui ont souhaité arriver au pouvoir, qui n'y sont pas arrivés. C'est normal qu'ils se sentent mal dans leur peau et qu'ils veulent en parler. Mais de là à amener les Congolais à nier une évidence qui est aussi claire que le nez au milieu du visage, qu'il y a une agression militaire qui a commencé à Bunagana, qui s'étend aujourd'hui jusqu'aux confins du sud Kivu,
Mais ça, c'est quelque chose de diabolique. On ne peut pas accepter cela. Le Rwanda est chez nous. Les Nations Unies l'ont vu. Les Africains l'ont vu. Et il n'y a que l'ancien président de la République qui ne le sait pas. Non. Finalement, selon vous, quelle est la meilleure démarche à entreprendre? Parce que Félix Tshisekedi lui-même a commencé à initier des consultations à travers un conseiller spécial en matière de sécurité. Oui. Il y a une démarche des évêques de la Cinco avec l'église protestante. Et puis, aujourd'hui, Fayoulou demande encore de rencontrer Tshisekedi, enfin, d'obtenir un dialogue inclusif en interne avec des Congolais. Quelle est la meilleure démarche? En attendant, il y a aussi Doha, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a aussi notre démarche qui a été annoncée depuis. Vous comprenez que toutes ces démarches sont complémentaires. Quand vous dites que le président Tshisekedi a désigné son conseiller spécial, le professeur Eberand, pour mener des consultations, c'est que le président est conscient que, en dépit du problème que nous connaissons, qui est le problème principal de l'occupation d'une partie du territoire congolais par une force armée étrangère qui est venue avec des objectifs de prédation, d'expansionnisme et d'hégémonisme, il va falloir aussi que les Congolais ressoudent leur unité. Parce qu'un pays, une maison qui est divisée, ne saura pas se défendre de manière efficace contre la concupiscence, contre la convoitise de certains de nos voisins, incarnés aujourd'hui par le Rwanda. Et donc, le président a mis en œuvre cette démarche avec Eberand qui se poursuit. Il n'a jamais sonné la fin de cette démarche. Alors, que les évêques disent qu'ils ont eux aussi voulu faire quelque chose, mais qui sont arrivés au bout de leur démarche et qui doivent soumettre les conclusions auxquelles ils sont arrivés au président de la République, je ne peux que les en féliciter, puisqu'il n'y a que le président qui a la légitimité pour mettre les Congolais autour d'une table et appeler au renforcement de l'unité de tout ce que la nation compte de fils et de filles contre l'agression étrangère. Mais on ne peut pas dire que M. Fayoulou a dit autre chose. Il a dit qu'il faut, c'est autour du président Tshisekedi qu'il faut se retrouver pour souder la nation. C'est-à-dire Fayoulou et les évêques de la Cinco parlent le même langage aujourd'hui. Bien sûr, naturellement. Et la réponse du président est positive. Au moins à ce que Fayoulou a dit. Donc nous allons rester dans la logique de la Cinco. Non, ce n'est pas une logique de la Cinco. Celui qui donne le tempo, c'est le président. Je félicite la Cinco d'avoir compris cela. Peut-être à un moment, ils ont cru qu'eux pouvaient devenir légitimes. Non. La légitimité, c'est le peuple qui la donne. Mais si on reste dans cette logique, la légitimité d'attribution. La Cinco doit être reçue par Eberand pour continuer les consultations. Pas nécessairement. Ça peut être Eberand, ça peut être le président, puisque Eberand travaille pour le président. Mais il faut absolument que les Congolais se retrouvent autour du président pour résoudre cet aspect-là du problème. Mais cet aspect n'est pas central. Parce que si le pays n'existe plus, nous allons nous disputer quoi? Vous parlez des Congolais, y compris Kabila, Nanga? Oui, mais je dis, si le pays n'existe plus, on va se réunir pour parler de quoi? Si on scinde le pays aujourd'hui, s'il y a balkanisation, si le Congo n'existait plus, nous allons aller nous disputer quoi? Il faut d'abord sauver l'essentiel, Israël. Et l'essentiel, c'est l'existence d'un pays appelé République démocratique du Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation. À travers un dialogue. À travers la paix qu'il faut conclure avec l'agresseur. Ça, c'est le premier cercle. Vous ne pouvez pas dialoguer quand le pays est sous occupation étrangère. Ça, c'est de l'antipatriotisme. Félix doit dialoguer avec qui? Félix doit conclure la paix avec Kagame. Avec Kagame. Et c'est ça que... Et non avec Kabila. Mais Kabila nous a attaqué où? C'est Kagame qui nous attaque et qui utilise le M23 et l'AFC. Et si Kabila est le patron de l'AFC et le M23, il faut dire qu'il est utilisé par Kagame. Donc on ne va pas travailler avec une créature, on travaille avec le créateur. C'est avec Kagame, c'est Kagame qui nous attaque. Nous devons parler avec Kagame. Kagame doit nous dire qu'est-ce qu'on lui doit, quelle est la dette qu'il veut faire payer aux Congolais. C'est d'ailleurs ce qui caractérise les discussions de Doha et de Washington. C'est là le premier cercle. Quand ce premier cercle est résolu, le moment sera venu pour qu'entre nous, Congolais, autour du président qui a la légitimité, nous puissions parler de ce qui peut nous diviser.
Je pense que c'est à ces deux étapes-là qu'on doit recourir. Alors, parce que vous avez apprécié les discours de 3 minutes de Martin Fayoulou, mais Martin Fayoulou a demandé au président honoraire de quitter Goma, une ville sous occupation rwandaise. Voilà. Voilà. C'est ce que vous avez manqué de dire. Voilà. C'est ce qu'il y a de Et de l'aide positif dans son supplétif discours. aussi, du Voilà. M23. Oui. En lui faisant cette demande, Martin Fayoulou sait que Kabila ne peut pas quitter. Parce que Kabila est là-bas. Donc, si on demande à Kabila de quitter, Kabila ne peut pas arriver à Kinshasa. Est-ce qu'il demande à Kabila d'aller encore en exil? Mais non! Le président honoraire Joseph Kabila a la possibilité de s'assumer lorsqu'on a posé un acte qui est contraire à l'intérêt de la nation que l'on a soi-même dirigée, que l'on a défendue pendant autant d'années. Il faut avoir le courage de faire marche arrière, de dire je me suis trompé. Et à ce moment-là, je pense que les Congolais qui sont fatigués de toutes les épreuves que les Rwandais leur ont imposées au cours de ces 30 dernières années ne manqueront pas de accepter que un dialogue inclusif puisse se tenir. Mais pour dialoguer, il faut être à 2 ou à 3 ou à 4. Mais s'il y a un qui estime que son avenir dépend de ses accointances avec le Rwanda, ben bien, il doit accepter d'aller au Rwanda. Mais s'il estime qu'il est Congolais et que son avenir se trouve de ce côté-ci, ben, il faut absolument s'assumer. Son avenir, mais n'oublions pas que Kabila il fait l'objet des poursuites judiciaires. Mais il faut qu'on sente de sa part une attitude de pénitence, pour ainsi dire, de reconnaissance de ce qu'il a fait. Vous savez, des gens sont morts en Afrique du Sud pendant les années d'apartheid. Ce n'est pas tous les responsables du mouvement apartheid qui se sont retrouvés en prison. Il y a eu vérité et réconciliation. Mandela est passé par là avec sa grande vision et il a mis les Sud-Africains d'accord pour vivre ensemble. On a causé des torts. Ils ont reconnu, ils sont confessés en public, et après, on les a réintégrés dans la société. Il y a des ministres qui étaient dans l'apartheid, il y a des députés qui étaient des fervents défenseurs de l'apartheid, qui sont aujourd'hui dans les allées du pouvoir en Afrique du Sud. Pourquoi pas? Le Congo peut se servir de cet exemple. Donc Kabila doit répondre. Il doit quitter Goma pour affronter la justice. Il doit assumer la responsabilité de ses actes, c'est ce que je peux dire. C'est ça, répondre à la justice. Il a qu'à répondre à la justice. C'est ce que vous voulez dire. Ça. Absolument. Il va répondre à la justice comme Matata et puis après, il va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on cherche Matata, on ne sait pas où se trouve Matata. Je ne suis pas dans les secrets du parquet qui s'occupe d'exécuter les décisions de justice. C'est son parti politique ce serait quand même une imprudence de sa part qui a lancé un avis de recherche. À se mettre à l'abri de la peine qui lui a été infligée. Je pense qu'il aurait pu agir autrement et solliciter la grâce du président ou des choses comme ça. Ça existe. C'est pour ça que ça existe. Comment vous avez trouvé la réaction de la présidence de la République? Le chef de l'État s'est montré ouvert par rapport à la demande de Martin Fayoulou. Donc, il est prêt à le recevoir, échanger avec lui, peut-être dans l'idée d'organiser un dialogue dans les jours à venir. Cette flexibilité, le président qui autrefois s'est plaigné quand même de la manière dont Fayoulou ne voulait pas se mettre ensemble avec lui pour aider les pays à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, Fayoulou s'ouvre et le président est flexible à recevoir Fayoulou. Comment vous réagissez? Moi, je considère avec beaucoup de satisfaction la réaction du président qui a compris que le dialogue inclusif est incontournable à un moment ou à un autre. Lorsque nous aurons résolu les problèmes qui menacent de manière récurrente l'existence de notre pays, il va falloir qu'entre eux, les Congolais se parlent pour mettre en place des mécanismes qui rendent impossible de nouvelles attaques de la part de ceux qui convoitent nos richesses depuis 30 ans, qui s'estiment en droit de venir chez nous piller impunément et qui croient que sans piller le Congo, ils ne peuvent pas vivre. Il n'y a que nous, les Congolais, qui peuvent les empêcher de faire cela. Et il faut qu'ils ne trouvent plus de collaboration dans le tissu sociologique congolais. Et pour ça, il faut ce dialogue inclusif. Et donc, il faut se féliciter de la promptitude avec laquelle le chef de l'État a réagi à cette position de Martin Fayoulou.
Ici, nous parlons du dialogue. On félicite la démarche de Fayoulou et nous applaudissons également la position du chef de l'État. Mais au nom de la paix, Félix Tshisekedi, par contre, veut mettre les minéraux congolais en vente. Êtes-vous sûr que les États-Unis mettront fin à la guerre dans l'est du pays? Vous savez, un pays ne peut pas vivre en autarcie. Un pays qui a des ressources comme le nôtre peut tirer de ses ressources les moyens de sa propre subsistance. Il y a le fait que l'exploitation peut aboutir à la valorisation de ses ressources, c'est-à-dire vous vendez à ceux qui en ont besoin, qui vous donnent à vous les moyens de pouvoir lancer vos projets de développement et de financement du bien-être collectif. C'est comme ça que les États fonctionnent. Même les États-Unis, il y a des choses qu'ils produisent, qu'ils vendent à d'autres États pour financer leur prospérité. Donc, le Congo n'est pas le premier pays à mettre à la disposition de qui peut le payer la ressource qu'il a, c'est-à-dire les moyens miniers, les ressources forestières, les ressources halieutiques, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous sentir honteux. Tous les pays du monde commercent. Ce que nous avons reproché aux Rwandais, c'est cette prétention à venir se servir sur la bête sans contrepartie. Vous venez, vous prenez le coltan à Rubaya et vous le présentez comme du coltan rwandais. Mais ça, c'est de la tricherie. Ça, c'est quelque chose qu'aucun pays normalement constitué ne saurait accepter. Mais si les Américains acceptent de travailler avec nous selon un processus, le principe de win-win, gagnant-gagnant, pourquoi est-ce que nous nous sentirions offusqués de cela? Ce qu'ils prennent, ils payent. L'exploitation qu'ils font est conditionnée à certains mécanismes comme le paiement des redevances, des taxes, etc. S'ils payent, il n'y a aucun problème. Même le Rwanda, si le Rwanda avait accepté de faire comme tous les autres pays qui nous entourent, vous travaillez en RDC, vous exploitez les ressources naturelles de la RDC, mais pas sans contrepartie. C'est ça le problème. Le président Kagame s'est mis en tête parce qu'il a une armée de créer lui-même un espace où il peut faire ce que Hitler faisait dans les années 39-40, créer ce qu'ils appelaient l'espace vital, le Lebensraum, comme il disait, l'espace vital en Pologne, l'espace vital en Tchécoslovaquie et l'espace vital en Russie. Et c'est quand il a gratté l'ours russe qu'il s'est trouvé complètement en déconfiture. Donc, nous ne voulons plus vivre ce que les Russes, les Polonais, les Tchèques ont vécu avec Hitler. Il faut arrêter cette avec un hémorragie monsieur qui est définitivement. ici, à côté de nous, et qui recevait le soutien de certains partenaires occidentaux, qui peuvent venir commercer avec nous directement. Pourquoi pas? Allez, on va prendre une petite pause. On va revenir avec les discours de Martin Fayoulou. Plus de 20 ans après, la République démocratique du Congo vient de briguer un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. On se retrouve juste après ces deux éléments pour prendre justement cette question de l'élection de la RDC et puis terminer avec d'autres questions d'actualité. Nous sommes en direct sur Bossolo Télévision. À tout à l'heure. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique,
ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Alors que le pays se prépare à un autre test diplomatique, le vote imminent pour l'élection de membres non permanents du Conseil de sécurité pour lesquels la RDC est candidate, cette désignation marque non seulement un renforcement du positionnement de la RDC dans les cercles multilatéraux, mais aussi une reconnaissance de son engagement croissant en faveur du dialogue international, de la paix et de la coopération régionale. Depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, la diplomatie congolaise a connu un redéploiement stratégique. Le chef de l'État a multiplié les initiatives bilatérales et les plaidoyers au sein des grandes enceintes internationales pour repositionner la RDC comme un acteur crédible et influent. Son mandat a notamment été marqué par un renforcement des alliances africaines, une présence renforcée dans les forats multilatéraux et une diplomatie plus proactive face aux enjeux de sécurité, de développement durable et des droits humains. La vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU permettra à la RDC de participer de manière plus directe à la conduite des travaux de cette instance, notamment dans l'animation des débats et la coordination des positions régionales. Ce rôle est d'autant plus que significatif que l'Assemblée générale reste le principal organe délibératif de l'ONU, réunissant les 193 États membres autour de grands défis mondiaux du climat à la sécurité internationale. Au-delà de la RDC, cette élection présente un signal encourageant pour l'Afrique centrale, souvent sous-représentée dans les fonctions de haut niveau de l'ONU. Elle traduit également la volonté des États membres de soutenir une dynamique de réintégration et de stabilisation régionale portée par Kinshasa dans un contexte de fortes tensions à l'est du pays. Pour de nombreux observateurs, cette avancée diplomatique pourrait également jouer en faveur de la candidature congolaise au Conseil de sécurité où le pays espère retrouver un siège non permanent. Une élection qui, si elle se concrétise, placerait la RDC au cœur des décisions de paix et de sécurité internationale. L'élection de la RDC à la vice-présidence de l'Assemblée générale confirme une tendance amorcée ces dernières années, celle d'une diplomatie congolaise plus visible, plus structurée et portée par une volonté de transformation de l'image du pays sur la scène internationale. À l'ère où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, cette nouvelle responsabilité constitue une opportunité pour la RDC de faire entendre sa voix, défendre ses intérêts stratégiques. Allez, très bien, on va terminer. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Honorable Lambert Mende, comment avez-vous accueilli la nouvelle élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU?
Comme tout Congolais, je pense que je ne peux qu'exprimer ma satisfaction et toutes les félicitations aussi bien au président de la République qu'à son gouvernement et particulièrement à la jeune ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui ont mené un lobbying qui s'est avéré efficace. Je suis sûr que la voix de la République démocratique du Congo, grâce à cette présence aussi bien au présidium de l'Assemblée générale qu'au sein du sein des saints des Nations Unies, qu'est le Conseil de sécurité, nous permettra d'avoir une voix un peu plus audible qu'elle ne l'a été jusqu'aujourd'hui. Et donc, les problèmes qui assaillent les Congolais pourront de mieux en mieux être connus de la communauté internationale. Ça, vous pensez que cette victoire marquera un tournant important pour la paix en Afrique? Espérons-le, parce que tout dépend aussi de la réception que feront ceux à qui nous nous adressons, c'est-à-dire la communauté internationale. Vous avez suivi Martin Fayoulou tout à l'heure. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter avant qu'on ne prenne la dernière question pour terminer notre échange? Je note simplement que j'avais raison d'insister sur le caractère positif de son intervention. J'ai retenu quelques idées. Il a parlé de la crise existentielle. Nous sommes effectivement dans une crise existentielle qui nous est provoquée par le Rwanda. Ça, c'est important. Et de la nécessité, comme réponse de la part de nous, Congolais, au-delà de la réponse diplomatique, de la réponse militaire qui relève du gouvernement et du président de la République, nous devons apporter notre contribution en termes de cohésion nationale. C'est ce qu'il a dit. Considérer que cela doit se faire comme un sursaut d'honneur. Et quand on parle de sursaut, c'est-à-dire qu'on met un peu entre parenthèses tout ce qui peut nous diviser ou tout ce qui peut nous avoir divisés, même dans un passé récent. Un peuple qui n'est pas capable de sursaut face à un danger existentiel ne mérite pas de surmonter ce danger. Il a parlé aussi de patriotisme. S'il y a quelque chose de plus important que les individus qui composent une nation, c'est la patrie. La patrie est au-dessus de tout ce que nous pouvons considérer comme prioritaire dans nos propres visions personnelles. Il faut faire preuve de patriotisme. Et c'est cela qui me fait considérer le message de Martin Fayoulou comme quelque chose de positif. Et je pense que le chef de l'État, Tshisekedi, a été du même avis puisqu'il a réagi rapidement en acceptant cette main tendue de M. Fayoulou. Alors, on va terminer peut-être avec la dernière question d'un téléspectateur qui nous suit, je pense, depuis Sankourou. Depuis 2019, je vais lire la question. Depuis 2019, les institutions provinciales du Sankourou sont en proie avec la désinstabilité marquée par des conflits internes entre députés et avec le gouvernement provincial. Par le passé, l'honorable Lambert Mende, que vous êtes, a été accusé d'être à l'origine du sous-développement dans la région. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale semble déclencher des conflits à la fois, en son sein et contre le gouverneur. Quel est le point de vue de votre invité sur cette situation? Les fils et les filles du Sankourou sont-ils incapables de gérer leurs propres affaires? Devrait-on envisager de chercher des animateurs extérieurs pour gouverner les Sankourou? Une question d'un téléspectateur. Mais je lui dirais simplement que je sais que j'ai une certaine influence dans la circonscription électorale qui est la mienne, qui est l'Odja, dans le Sankourou. Et il y en a 6. Donc je ne suis pas le seul acteur au Sankourou pour être responsable du sous-développement. Y compris Mokoumadi aujourd'hui. Je ne sais pas qui m'a chargé du développement du Sankourou pour que moi je ne puisse pas assumer ma responsabilité. Je n'ai jamais exercé de fonction de responsabilité à la tête de la province du Sankourou, qui a ses institutions. Je sais bien que dans une vie récente, j'ai voulu être gouverneur du Sankourou. Les grands électeurs ne l'ont pas souhaité et je suis revenu à Kinshasa où je fais mon travail pour l'entité nationale. Je suis député national. Il parle des querelles au sein des institutions provinciales auxquelles je n'appartiens pas. Je ne sais pas par quelle alchimie un député national peut être responsable de la non-entente entre des députés provinciaux et
l'exécutif provincial. Ça, c'est un peu les jérémiades ou les élucubrations post-électorales habituelles, hein, de gens qui ont été un peu nos adversaires au cours des élections que nous avons toujours gagnées et toujours en pole position, et qui considèrent qu'ils peuvent toujours essayer de nous flageller, etc. Mais un député national n'a aucune responsabilité. Et même quand j'étais ministre national de la communication. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le Sankourou, avec le développement du Sankourou. Ensuite, je ne suis pas le seul fils du Sankourou à avoir exercé des responsabilités. Il y en a qui ont été à des niveaux de responsabilité plus importants que les miens. Peut-être suis-je le plus visible avec l'activité que j'ai faite dans le gouvernement, mais cela ne me rend pas pour autant responsable de tout ce qui arrive au Sankourou. Je pense que nous faisons un effort pour calmer les petites bisbilles qui existent entre députés provinciaux et le gouvernement provincial, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas la responsabilité d'aller régler des problèmes dont les fonctions que nous exerçons ne nous donnent pas les moyens d'interférer pour régler ces problèmes-là. Donc je pense qu'il faut qu'on cherche des solutions dans l'organisation structurelle de nos provinces. J'ai écrit un livre scientifique à l'Université pédagogique nationale où j'ai dit que, pas seulement dans la province du Sankourou, toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont victimes d'une décentralisation piégée par ce que j'ai appelé le tribalisme, par la corruption des députés provinciaux, et donc peut-être on pourrait envisager une territoriale des allochtones, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas originaires, et confier au président de la République, le président lui-même a défendu cette idée-là il n'y a pas longtemps, la charge de désigner des gouverneurs non originaires. Cela n'aurait aucun impact sur les assemblées provinciales qu'il faut laisser en place parce que le contrôle est nécessaire, mais lorsque ce contrôle aboutit à favoriser la corruption, nous régressons. Il faut faire en sorte que ce contrôle aboutisse à des rapports que les assemblées provinciales adresseraient à l'autorité de nomination qu'est le président de la République, qui peut, au regard de sa vision et au regard des tâches qu'il confierait à ces, on va les appeler des commis de l'État, auxquels il va confier la gestion exécutive des provinces, de prendre les mesures idoines. Je pense que vers cette réforme-là, que nous devons pousser les choses pour éviter que la corruption et les atavismes communautaires ne puissent dérégler complètement le fonctionnement des provinces. Merci Lambert Mende d'avoir été de nôtre. Je rappelle que vous êtes député national et ancien porte-parole du gouvernement congolais. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission, c'est à partir des 20h et demain à 7h du matin. Et restez branchés avec Bossolo Télévision qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. À très bientôt. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.